Eh bien, peut-être un favori pour la victoire d'étape lâché, Laurent Bellet. Oui, l'ami Coriol. C'est gentil Thierry, pardon. Il fait pas de vélo le Thierry, hein, on voit bien. Il vient du foot le Thierry, on voit bien, on voit bien. Chute, un coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Je vais attendre. Je regarde bien Alex Zoule. Avec l'attaque d'Anti-Schleck, là, c'est Nibali le premier à sauter dans sa roue. Franck Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Et il est littéralement à pied, comme on dit, dans les milieux cyclistes, alors que tout le monde le passe. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course, une émission un petit peu spéciale ce soir puisqu'on a la chance d'accueillir avec nous un coureur professionnel en la personne d'Adrien Guillonnet. Bonsoir Adrien. Bonsoir Charles, bonsoir à tous. Et avec moi ce soir pour poser des questions justement à Adrien, j'aurai Greg. Salut tout le monde. Et Benjamin. Bonsoir tout le monde. Alors Adrien, pour commencer, si tu veux te présenter rapidement à nos auditeurs et revenir sur ton parcours. Je suis Adrien Guillonnet, j'ai 26 ans. Cette année, j'étais coureur à Interpro Cycling Academy, une équipe continentale franco-japonaise. Et en 2020, je serai à Saint-Michel, Aubert 93. J'ai débuté le vélo il y a 10 ans, en tout cas en compétition. C'est un sport que je pratiquais comme ça en loisir depuis mon plus jeune âge. Et j'ai progressé petit à petit sans objectif précis, quoi. Je suis parti de KD2, j'ai fait mes années juniors, puis je suis arrivé comme ça en première catégorie. J'ai continué à progresser après en élite, et puis ça m'a amené où j'en suis aujourd'hui, quoi. Je vais faire un résumé très rapide. Alors justement, avant de passer la parole au gars, je me posais la question tout à l'heure quand je regardais quand tu avais débuté. Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à la compétition qu'à 16 ans? Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à passer du loisir à la compète justement? Je pratiquais du foot comme beaucoup de jeunes garçons à l'école primaire. Et après, je suis vite passé sur l'athlétisme. Et c'est vrai que j'en avais un peu marre de l'athlétisme. C'était un petit peu redondant, quoi, au niveau des compétitions et des performances. Et je faisais du vélo vraiment depuis tout jeune, hein. Dès que j'avais 2-3 ans sur mon tricycle sur la terrasse dessus, quoi. Et je voulais tester un peu la compétition, quoi. J'étais un fan de vélo et ouais, j'avais envie d'essayer ça, quoi, comme on peut faire d'autres sports, quoi. Et ça s'est fait comme ça à 16 ans. Et puis mon père voulait pas non plus forcément que j'en fasse tôt. Et je pense que c'est pas plus mal comme ça, quoi. Ça m'a permis de faire aussi d'autres sports et de pas forcément arriver à saturation comme certains à cet âge-là. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, ça a plutôt été une réussite chez les amateurs. Benjamin, tu as une question par rapport à ce début de parcours pour Adrien? Oui, Adrien, je voulais savoir, puisque tu disais que tu avais commencé la compétition à 16 ans, donc c'était il y a 9 ans. Est-ce qu'il y avait des coureurs que tu suivais à l'époque? Est-ce que tu suivais vraiment bien le cyclisme à la télé? Est-ce que tu avais je sais pas si on peut dire des idoles, mais des chouchous? Oui, bah, je suivais beaucoup le cyclisme pro à la télé. J'avais la chance d'avoir Eurosport et avec la plupart des grandes courses qui étaient diffusées, quand j'étais au collège, j'en loupais pas une. Bah, c'est vrai que moi j'ai grandi dans l'ère un peu Armstrong et US Postal Discovery Channel et j'étais un petit peu fan de lui, ouais, quand j'étais enfant, quoi. Alors après plus tard j'ai compris un peu ce qu'il en était, mais c'était ouais je peux dire qu'Armstrong c'était un peu mon idole, quoi, quand j'étais jeune. D'accord. Et quand on te voit courir,
grimpeur. On a pu voir notamment au championnat de France que tu étais souvent à l'arrière du peloton, et alors que les commentateurs disaient bon, mais Guillonnet, on le voit en difficulté à l'arrière, on voyait que chaque fois il y avait 10-15 coureurs lâchés, tu étais toujours là. Est-ce que on t'a déjà dit que ton style de coureur, ça ressemble un peu à David Moncoutier? Ouais, bah exactement. Et puis c'est vrai que j'étais trop jeune, je pense, à l'époque pour me rendre compte vraiment de ce que faisait David Moncoutier. Et c'est vrai que quand je regarde a posteriori sa carrière, c'est quand même assez impressionnant ce qu'il a fait, puis avec sa manière de courir. Et c'est vrai que j'ai un peu les mêmes qualités et défauts que lui, on va dire. Après, je pense il était quand même beaucoup plus fort physiquement, mais c'est vrai qu'on peut comparer un peu mon style à celui de David Moncoutier. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'en ce moment, je suis je m'entraîne dans la région lyonnaise, et puis David Moncoutier est par là aussi. Et il s'est mis à Strava ces dernières semaines, ces derniers mois, et il a encore un potentiel physique non négligeable. Ouais, j'ai vu ça, c'est vrai que c'est impressionnant. Alors, moi, je voudrais revenir rapidement sur ta partie amateur, Adrien. Enfin, tu as quand même eu vachement de bons résultats ces dernières années. Est-ce que ça a toujours été dans un coin de ta tête, l'idée de passer pro, ou est-ce que pour toi, c'est pas vraiment une fin en soi et tu étais peut-être un peu surpris quand Interpro est venu frapper à la porte? Non, bah, je pense que si on tape mon nom sur Internet, peut-être qu'on trouve l'expression pas une fin en soi, effectivement, parce que je l'ai répété assez souvent. Non, moi j'ai tout à la base, voilà, j'ai commencé le vélo un peu comme un sport en loisir, quoi. Enfin, j'ai l'habitude de faire donc du sport en compétition, mais un peu en mode loisir, et j'avais jamais l'ambition de passer pro, quoi. Après, comme je disais, j'ai progressé d'année en année, j'en suis arrivé au plus haut niveau amateur, mais j'avais jamais vraiment pour ambition de passer pro. En plus, je faisais mes études à côté, et je, non, c'était pas du tout un objectif, quoi. Je- le but, c'était de se faire plaisir essentiellement. Une phrase aussi que je disais pas mal, notamment en Guadeloupe, c'est je prends un peu les courses les unes après les autres. Et puis, et puis voilà, quoi. Je me prends pas la tête avec un contrat pro. C'était vraiment pas l'objectif, quoi. Mais est-ce que tu as été sollicité avant Interpro justement, Adrien, ou pas du tout? Enfin, je parle pas de contrat ou de pré-contrat, mais juste des contacts par les équipes professionnelles, ou vraiment pas du tout? Non, pas vraiment. Après, j'ai des proches qui des fois parlaient un peu à des équipes, mais sans réel intérêt de leur part, je pense. Enfin, j'ai pas eu d'offres, ou même de contact direct avec les Ouais. équipes avant Interpro. Il y avait juste eu Stéphane Javalet qui m'avait déjà contacté. Enfin, c'est plutôt mon entraîneur qui l'avait contacté il y a 2 ans. Et Stéphane me proposait d'abord de passer dans son Dans la équipe. réserve? Et c'était pas un projet qui me plaisait le plus, parce que l'équipe réserve d'Aubervilliers n'a pas forcément un calendrier le plus adapté pour moi, quoi. Oui. Donc je préférais, moi j'ai fait le choix de rester sur un calendrier plutôt dans l'est de la France, avec Des courses plus vallonnées. des courses plus vallonnées, plus montagneuses. Et c'était ce qui m'intéressait le plus, quoi. Et justement, qu'est-ce qui t'a convaincu? Enfin, quel était le discours d'Interpro qui t'a convaincu? Voilà. Qu'est-ce qui t'a attiré dans leur discours pour que tu ailles chez eux? Bah, déjà, j'avais oublié, mais j'y ai repensé. J'avais aussi un autre contact avec une autre équipe continentale canadienne. J'ai oublié son nom, mais c'était DC Bank, je crois, Ah cette oui, année. oui. Et j'ai eu un peu les deux contacts qu'on sur coup, et ça m'a fait un peu déjà réfléchir, parce que à la base, si c'était pour passer pro, enfin, j'imaginais plus dans une équipe dominante européenne, quoi. Et
là, c'était quelque chose de plus international qui me proposait et j'avais jamais envisagé ça. Donc déjà, avoir ces deux offres, ça m'a fait un peu réfléchir. Ouais. Et c'est plus à la limite Maxime Martin, le DS, le manager de DC Bank, là, qui m'a fait prendre conscience qu'à la limite, ça peut être une expérience, enfin, que c'est une expérience à vivre et que ça engage à rien au final. On peut se lancer là-dedans pour une année, voir comment ça se passe et puis retirer du positif, quoi. Donc ça a été un point déterminant. Et puis après, au niveau calendrier, Interpro, sur le papier, nous présentait un calendrier vraiment intéressant, quoi. Et avec, pour la première année, une implantation quand même plus française et européenne. On m'avait dit que toute la première partie de saison, ce serait en France, en Espagne. Et puis après, donc on irait plus durant l'été en Asie. Donc ça a été le deuxième point déterminant, quoi, le calendrier et les courses abordées, quoi. Donc c'est un peu ce mélange de calendrier et d'expérience qui a fait pencher la balance, quoi. Sachant qu'en plus je venais de finir mes études, donc j'étais libre, j'étais pas engagé dans le marché du travail. Donc c'était l'occasion de voir quelque chose d'autre. Alors, tu as vu rapidement quelque chose d'autre, enfin hors d'Europe, puisque si je ne me trompe pas, après le Trophée Majorque, ta première épreuve, c'était le Rwanda. Quel regard tu portes justement sur cette première expérience un peu hors d'Europe et en Afrique, dans un pays que tu as forcément découvert? Ouais, je suis jamais sorti déjà d'Europe avant. Ah si, pardon. Je suis allé aux États-Unis, mais ça reste dans une ambiance assez occidentale, quoi. Mais j'étais jamais allé en Afrique et c'est vrai que j'ai appréhendé un petit peu déjà les conditions en Afrique avant d'y aller. Et j'ai été agréablement surpris. On m'en avait un petit peu parlé quand même avant, mais le Rwanda, en tout cas, ce qu'on a vu et dans les conditions dans lesquelles on était, c'était une très belle expérience. D'ailleurs, on avait là-bas un assistant qui avait l'habitude de faire des courses en Afrique, qui disait que le Rwanda, c'était pas trop l'Afrique, quoi. C'était un petit peu trop. Enfin, c'était vraiment moderne. Et donc déjà, d'un point de vue culturel, on va dire, ça a été une belle découverte. Et puis après, sportivement, on va dire que c'était une bonne entame. On avait débuté la saison à Majorque, mais c'était vraiment pas dans de Dans de bonnes conditions, hein. Conditions. Ouais, c'était vraiment pas une bonne idée de débuter là-bas. Donc, je considère que le vrai début de saison, c'était surtout au Rwanda. Et là-bas, le niveau était assez abordable, quoi. Il y avait quelques équipes Conti Pro, mais il y avait même Astana, mais c'était pas non plus la grosse artillerie d'Astana. Justement, à ce moment-là, au Rwanda, tu fais 14e avec 4 top 10 d'étape. Tu sens que tu as le niveau, ça te rassure? Ou tu te dis, bon, c'est le Rwanda, c'est pas en Europe, j'ai encore tout à prouver, même par rapport à toi-même? Bah, c'est un peu ça, parce que j'avais pas trop de repères. Je suis désolé de dire c'est un peu ça comme ça, mais j'avais pas de capteur de puissance à ce moment-là, par exemple. Donc, j'avais pas de données sur lesquelles me raccrocher. Et c'était difficile de savoir le niveau des autres, surtout en début de saison comme ça. On ne sait pas trop où est-ce que tout le monde en est. Alors, j'avais un peu un point de repère avec les coureurs de l'équipe de France Espoir que je Avec qui tu connaissais, avais couru? avec qui ouais, j'avais couru ces dernières années. Donc, je voyais que j'étais mieux qu'eux, mais bon après je savais pas où est-ce qu'ils en étaient eux, quoi. Donc j'avais du mal à me positionner sur mon niveau et sur le niveau réel de la course, surtout qu'en plus là-bas au Rwanda l'altitude minimale c'est à 1500 mètres et du coup les performances sont un peu moins élevées et tout le monde ne réagit pas de la même manière. Donc j'étais content de ma course, hein, content
des prestations et puis bah voilà, d'avoir pu illustrer et d'être quasiment un jour sur deux devant, quoi. Mais je savais pas trop mon niveau réel, quoi. En tout Ouais. cas, j'étais content d'être quand même plutôt visiblement en bonne forme, malgré euh, une approche un peu compliquée pour débuter la saison. Et puis, je suis jamais à 100% en général quand la saison débute. Donc, j'étais plutôt content de ce que j'avais fait là-bas. Alors, on a eu la chance que tu nous fasses un récit en plus du Tour du Rwanda. J'encourage ceux qui nous écoutent à aller le lire sur le site. Ben, tu as parlé du sportif. Greg, est-ce que tu as une question? Peut-être parce que je sais que tu as aussi lu le récit pardon, sur l'extra sportif, cette expérience Oui, au enfin, sur Rwanda. les à côté, sur l'engouement qui nous semble, enfin, c'est quelque chose qu'on regarde un peu parce qu'on voit qu'il y a toujours beaucoup de monde au bord des routes. Est-ce que tu peux un peu nous en dire deux mots? Ouais, donc ça, c'est aussi quelque chose dont j'avais un petit peu entendu parler avant d'aller là-bas. Mais c'est vrai que bah, c'est un peu l'événement national là-bas, à mettre un peu en parallèle avec la Guadeloupe. Euh, je pense pas que le public soit vraiment connaisseur de vélo, mais ce qui est impressionnant là-bas, c'est que en fait tous les gens vivent dehors, j'ai l'impression. Quand on allait rouler avant l'épreuve, déjà, enfin, il y avait un monde fou sur la route, que ce soit dans des véhicules, sur des motos, sur des vélos ou à pied. J'ai l'impression que enfin, une bonne partie de la population vit dehors. Et donc, quand la course passe sur les routes, bah, la population s'arrête et puis regarde la course passer. C'est un petit peu le sentiment que j'en ai eu. Mais du coup, ça met une vraie ferveur parce qu'ils sont voilà, simplement à regarder, à lever la tête et à regarder les coureurs passer, quoi. Ils encouragent, enfin, certains soutiennent les coureurs locaux. Je me rappelle un passage sur les Taprennes, il y avait un coureur rwandais qui était encouragé, on se serait cru à l'Alpe d'Huez au virage des Hollandais. C'était ouais, c'était une vraie ferveur, quoi. Ça change de la course deuxième catégorie au fin fond de la Bourgogne où il y a 20 coureurs au départ, quoi. C'est pas du tout la même chose et ouais, ça donne de belles expériences, de beaux clichés. Enfin, Et si c'est tu avais un souvenir, enfin je sais que t'aimes pas ça, mais si tu avais un seul souvenir à retenir de ce Tour du Rwanda, quelque chose qui t'a vraiment marqué, ce serait quoi? c'est vraiment pas le genre de question de Ouais, poser. je sais, j'en fais exprès en plus, c'est ça le bien. Euh, bah, je sais pas quoi. Parce que il y a les expériences, enfin il y a l'expérience sportive en elle-même qui était déjà belle, mais après il y a aussi l'expérience culturelle. Alors franchement je peux pas là comme ça en 10 secondes je Bah peux pas disons te pour dire. changer ma question, est-ce que ce serait plus le sportif ou plus le culturel que tu retiendrais au final de cette expérience? Bah je pense quand même le culturel parce que le Rwanda j'ai pas l'occasion d'y aller tous les 4 matins quoi, alors que des courses de vélo bah, Ouais. j'en fais tous les week-ends. C'est ouais, c'est plus voilà l'expérience vécue à la limite qui ressortirait le plus. Alors pour passer à la suite, je sais que le Rwanda s'est bien passé forcément, mais après ça a été un petit peu plus compliqué. Tu as vécu une expérience un peu différente en Thaïlande, si tu veux revenir un petit peu sur ta course. Ouais, alors le Rwanda déjà, donc c'était 10 jours de course avec des étapes assez courtes, parce que ça dépasse, c'est pas 100 km mais assez intense, surtout que j'étais un peu tous les jours à la bagarre. J'ai fini la course, je me sentais pas forcément très fatigué et plutôt en bonne forme. Mais par contre, une semaine après, j'ai eu un coup de moins bien, de fatigue. Et ça s'est éternisé parce que 3 semaines après la fin du Rwanda, j'étais toujours à HS. Et j'ai couru en amateur au Grand Prix de Saint-Étienne et à Annemasse-Bellegarde. Et là-bas, ça m'a permis de refaire un peu de compétition, mais j'étais toujours pas du tout à 100%, vraiment, vraiment fatigué. Et une semaine après, je suis parti en Thaïlande. D'ailleurs, ça s'est décidé juste avant de partir, parce qu'à la base, Damien Garcia avait plutôt prévu de me mettre Au au Langkawi. Langkawi. Et je suis parti donc déjà en Thaïlande sur la fatigue. Et puis le voyage pour arriver là-bas a été interminable, parce que de porte à porte, je crois que c'était plus d'une quarantaine d'heures.
et j'avais quasiment pas dormi, il y avait le décalage horaire et en plus le décalage climatique parce que je suis arrivé là-bas, c'était la pleine période, enfin la période la plus chaude de l'année pour eux. Et je pense que je suis arrivé en début de course, j'étais déjà fracassé. Et du coup, la course a été, là pour le coup, ça a été presque une aventure que culturelle pour moi, parce que sportivement, j'ai été. T'as rien vu. La plupart des étapes étaient plates. Au début, enfin, il y avait une étape reine, donc au début, j'avais dans l'intention de m'économiser et puis pour essayer d'être au top pour l'étape reine. Mais déjà sur les premières étapes, je me sentais vraiment pas génial. Et puis dans l'étape reine, là, c'était un calvaire. Je pense que c'était l'étape vraiment la plus dure de ma carrière, enfin, de toutes les courses que j'ai pu faire jusqu'à présent, quoi. Je suis allé au bout pour finir, mais je me demandais un peu pourquoi. Et puis les jours d'après, j'ai fini la course un peu comme j'ai pu, quoi. Sportivement, ça n'a vraiment pas été plaisant. Déjà de base, les parcours donc, me convenaient vraiment pas trop. Des longues lignes droites interminables. Mais en plus, avec la fatigue, la chaleur, c'était insupportable. À la limite, j'avais une autonomie d'une heure sur les étapes où ça allait à peu près. Ouais. Et après, au bout d'une heure de course, déjà, il faisait 35 degrés. C'était sauf qu'il peut, quoi. Ouais, j'avais qu'une hâte, c'était d'arriver à l'hôtel et d'en finir, quoi. Donc, c'est vrai que c'est un total contraste avec le Rwanda d'un point de vue sportif, quoi. Des questions, les gars, sur cette expérience thaïlandaise? Est-ce que tu as eu peur que, avec la fatigue que tu avais donc, quand tu es arrivé sur la course, je suppose encore plus, quand tu l'as terminé, que ça te pourrisse les épreuves suivantes, voire que ça te lance dans une spirale négative dont tu aurais du mal à t'en sortir. En gros, est-ce que ça t'a fait douter? Non, pas vraiment. Enfin, j'ai pas trop compris en fait déjà ce qui m'arrivait, quoi. Euh, déjà là, le passage après le Rwanda, là les 3 semaines où j'étais fatigué, ça m'était jamais vraiment arrivé. Je comprenais pas, quoi. Je faisais des bonnes nuits et je me levais, j'avais l'impression de pas avoir dormi. Enfin, et déjà ça je comprenais pas. Ça commençait à aller un peu mieux en arrivant en Thaïlande. Donc je m'étais dit bon, il y a la fatigue du voyage, mais voilà, je vais passer les 2, 3 premières étapes et puis après ça ira. Et en fait, pas du tout, ça a été encore pire. Mais je me suis pas projeté sur les autres courses après, ça m'a pas forcément. Mais Là, pour le coup, ouais. Pardon, non, vas-y, je t'ai coupé. Excuse-moi. J'allais juste dire que là, pour le coup, j'étais un peu dans l'instant présent et je me rappelle pas m'être forcément énormément inquiété pour les semaines, les mois suivants, quoi. Ouais. Mais pour prolonger la question de Benjamin, est-ce que tu sens que tu l'as un peu payé ça sur le Tour de Bretagne et ensuite entre Brennes et Montmorillonnais? T'as peut-être été un peu dans le dur? Non, je pense pas. Déjà, j'ai couru juste après. On a couru au Pays Basque, la classique à Exact. Moreteta. Déjà, là, ça allait un peu mieux. Même si ça faisait même pas une semaine qu'on était revenu de Thaïlande, qu'il y avait le décalage horaire dans le sens inverse, tout ça. Déjà, j'avais plus existé durant la moitié de la course. Et avec les coureurs qu'il y avait au départ, c'était plutôt encourageant. Bon, après, sur la fin de course, j'avais craqué, mais c'était pas surprenant. Et après, j'avais pu aller faire quelques jours chez ma copine dans les Alpes. Et ça, je pense que ça m'avait remis un peu d'aplomb. Et au Tour de Bretagne, je pense que physiquement, j'étais pas trop mal. Après, c'est pas du tout une course qui me correspond. Enfin, Oui, parce que ça frotte, faut être ça placé. frotte. Voilà, et puis en plus, cette année, c'était une année particulière où il n'y avait pas vraiment de difficultés et la plupart des étapes se sont terminées au sprint ou alors c'était le circuit final qui était un peu sinueux, qui faisait des différences, mais plus par le côté sinueux qu'autre chose. Et donc là, j'étais inexistant un peu sur cette course en Bretagne, mais c'est plus d'un point de vue technique, on va dire, que physique. Et de toute façon, j'avais dit à Damien que s'il m'emmenait là-bas, c'était plus
à la limite pour faire le nombre, quoi. Enfin, ce serait mieux de mettre quelqu'un d'autre. Après, moi, une fois que j'étais là-bas, j'ai essayé de voir ce que je pouvais faire, mais c'était assez limpide les scénarios. Il y avait une échappée qui se développait dans la première heure de course, après ça contrôlait et ça arrivait au sprint. Ouais. Et j'arrivais pas à me glisser dans l'échappée sur des parcours assez plats comme ça. Et puis, après, il n'y avait plus qu'à attendre que le sprint se déroule. Ouais. Donc j'ai plus pris ça du coup pour une bonne semaine d'entraînement. Et puis pareil pour entre Brennes et Montmorillonnais derrière. Où en plus là-bas, je me suis pris une petite chute sans gravité. Ouais. Mais ce bloc-là, ça allait mieux déjà physiquement. Alors ensuite, il y a eu le Tour du Japon où ça s'est pas trop mal passé parce que tu as fait un top 10. Puis Greg, on a un peu découvert Adrien, enfin pas nous, mais le grand public, tu as un peu découvert Adrien pour le Mont Ventoux dénivelé challenge. Oui, c'est ça, puisque c'était au moins télévisé. C'est pour une première aussi, évidemment, le Mont Ventoux, c'est pas rien. Et donc, on t'a vu un peu comme mon coutier, toujours bien placé. Et ils ont eu pas mal de mal à être avant que tu sois pas mal de temps, avant que tu sois décroché finalement. Ouais, donc je sais pas si vous voulez que j'aborde avant le Tour du Japon, du coup. Ah oui, si tu veux, vas-y, oui, j'ai. Ça c'était c'était un peu la période charnière de Pour l'année l'équipe. pour l'équipe parce qu'il y avait le Tour du Japon où l'équipe est quand même japonaise, donc c'était très important. Et puis après, donc il y avait ces épreuves du Mont Ventoux et surtout la route d'Occitanie. Parce que en 2019, l'équipe s'était rapprochée de la région Occitanie, notamment avec le partenariat avec Culture Vélo, qui a son siège social à côté de Toulouse. Et donc il y avait vraiment cette période, Damien nous en parlait depuis le début de l'hiver, c'était là où il fallait être performant, puis en plus ça tombait sur des courses qui me correspondent pas mal. Donc avant le Japon, j'ai encore pu aller m'entraîner un petit peu dans les Alpes et ça m'a fait du bien, je pense. Et là-bas, je suis tombé sur des parcours qui me convenaient plutôt pas mal parce que c'est que des circuits, sauf la montée au Mont Fuji. Et c'était des circuits qui n'étaient pas forcément évidents, hein, loin de là, et c'était assez vallonné. Et je me suis fait de plaisir là-bas, contrairement à la Thaïlande. Au niveau climat, c'était un peu plus proche de ce qu'on connaissait en Europe. Les parcours donc étaient plus vallonnés. Donc je suis arrivé là-bas moins fatigué. Et puis par contre, ça m'a quand même le voyage m'a quand même un peu joué des tours. La première étape, j'avais tout fait devant et j'ai coincé à 10 km de l'arrivée. Et il y a 2 ou 3 coureurs qui vont jouer la victoire, alors que moi je me fais reprendre par le peloton. Donc c'était une petite déception. Normalement, j'aurais pas dû coincer, quoi. C'était plus la fatigue du voyage Qui t'a handicapé. Là, et j'ai eu peur que ça repasse un peu comme en Thaïlande, mais les jours d'après, ça s'est quand même bien passé. Il y a une autre fois, j'ai failli rejouer la gagne aussi. J'étais échappé avec un autre coureur dans le final. Et pareil, mes jambes m'ont lâché un peu avec la fatigue accumulée malgré tout. Et puis il y a donc le Mont Fuji où ça s'est pas trop mal passé. Et puis qui m'a permis donc à la fin de décrocher une honorable place au général. Je crois que je suis 9e. 9e, je crois, oui. Et donc plutôt une bonne expérience et sportive et culturelle là-bas, quoi. Donc même si la fatigue m'a un peu... enfin, j'avais quand même un fond de fatigue, j'étais pas à 100%. Donc c'était un peu décevant parce que je pense qu'il y avait moyen de faire mieux. Mais bon, c'était quand même mieux que les courses précédentes. Donc j'étais plutôt content. Et effectivement, après, deux ou 3 semaines après, c'était le Mont Ventoux. Et donc j'ai pu... Comment tu l'as vécu cette montée du Mont Ventoux justement où tu t'es quand même accroché super longtemps au groupe? Tu l'avais déjà fait le Ventoux?
J'étais déjà monté au Cholet Reynard, mais par le côté de Sceaux, donc c'était le côté le plus facile. Et j'avais fait aussi à la station du Mont-Serein, euh, par Malaucène, donc. Mais ça remontait à quelques années, c'était un stage d'entraînement qu'on avait eu au mois de février avec le Vélo Club de Toussy. Et donc par Bédouin, j'avais jamais fait et j'étais jamais monté jusqu'en haut, quoi. Et bah, grosso modo, la course, ça s'est résumé à une course de côte. Donc je suis resté sagement En queue de peloton. Ouais, jusqu'au pied du Ventoux, quoi. C'était assez limpide, quoi. Et puis après, bah, la montée, au début, enfin, c'est parti un petit peu fort à partir du virage de Saint-Estève, là où ça commence vraiment à grimper. Et que je sais que chez les pros, et notamment au World Tour, les pieds d'ascension sont vraiment un rythme très soutenu. Et au début, je me suis dit bah, que j'allais laisser filer et pas me mettre dans le rouge et monter un peu à mon rythme. Et en fait, je me suis aperçu que finalement, le rythme imposé par AG2R n'était pas forcément hyper élevé. Et donc, j'ai fait l'effort de raccrocher les roues. Euh, et puis, au fur et à mesure, il y a eu les crémages, les crémages s'est opéré. Et on s'est retrouvé à une dizaine, puis après à 6, 5 coureurs. Et je me sentais pas dans le rouge, quoi. Enfin, j'étais en plein dans l'effort, mais je me sentais pas à bloc, quoi. Et bon, après, quand on était plus de 4, j'étais content que Galopin s'écarte et que Romain Bardet attaque parce que ça me permettait de remettre quand même dans un rythme plus convenable pour moi pour atteindre le sommet, quoi. Sauf que après, j'ai fait que perdre en puissance et puis jusqu'à exploser complètement dans les 3 derniers kilomètres. C'est un truc qui m'était jamais arrivé jusqu'à présent. Enfin, je me rappelle pas trop avoir vécu ça. Et c'est vrai que les 3 derniers kilomètres, c'était interminable. Parce que j'avançais plus, quoi. Comme je disais, j'avais perdu quasiment 100 watts en quelques minutes. Et c'était pas une fringale, quoi. J'avais juste plus de force dans les jambes et plus de jus. Et là, les derniers 200 mètres, là, j'ai cru que j'allais m'effondrer, mais je me mettais en danseuse. Mes jambes me soutenaient plus, quoi. Donc, après coup, je pense que j'avais quand même encore de la fatigue en abordant le Mont Ventoux. Les jours d'avant, je le sentais quand même un peu. Et je pense que ça m'a une nouvelle fois joué des tours. Et certes, j'étais un petit peu en sur-régime quand l'écrémage s'est fait, mais pas de là exploser. Normalement, ça n'aurait pas dû provoquer une telle explosion parce que à la fin, du coup, j'ai perdu une dizaine de places. Mais je pense que vraiment à 100%, j'aurais pas dû perdre autant, quoi. Alors pour partir sur un domaine qui n'est pas forcément le sportif pur, mais on sait qu'il y a eu un gros engouement autour de toi pendant la montée où, comme on l'a dit, les gens te découvraient un peu. Est-ce que tu as eu beaucoup de sollicitations, de messages après cette ascension du Ventoux? Ouais, j'ai eu pas mal de messages. D'ailleurs, j'étais surpris parce qu'on était un lundi et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ont regardé la course. Et c'est vrai qu'en plus, elle était doublement diffusée, donc ça a brassé pas mal de personnes. Et j'ai reçu bien plus de messages qu'à l'accoutumée, quoi. Donc, c'est vrai que ça a marqué les gens, quoi. Ouais. Et même après, j'étais à l'Occitanie, à la route d'Occitanie, trois jours après. Il y a des gens qui venaient me parler du Ventoux. Et puis même après, des gens du milieu aussi qui m'ont vu. Donc, c'est vrai que c'est eu un petit retentissement. Faut dire que le Ventoux, c'est quand même une montée mythique, quoi. Donc, comme c'était la première course organisée là et vraiment organisée sur le Ventoux, ça attire du monde. Et puis, il y avait des coureurs comme Bardet ou Herrada qui ont une certaine renommée.
Et c'est vrai que ça a attiré un peu la lumière sur moi, quoi. Ouais, comme c'est à moitié paradoxal parce que je pense pas que ça soit une de mes meilleures montées que j'ai pu faire, mais c'est la plus médiatique en tout cas. Oui. Alors je vois que l'heure tourne, donc du coup on va avancer un petit peu. Greg, alors là il y a une course qu'on a tous les trois suivie, on était à fond sur le live Facebook, c'est le Tour de Guadeloupe. Greg, si tu veux du coup rebondir Oui, parce là-dessus. que cette fois-ci, on a tout pu voir puisque c'était diffusé en direct, donc on a bien suivi. D'abord des questions sur les à côté, sur l'engouement, parce que faut le dire, les commentaires sur Guadeloupe TV étaient assez chauvins. On sentait que c'est voilà, une épreuve très importante et qu'il y avait beaucoup de passion autour de cette course. La Guadeloupe n'était pas la France, hein, je crois qu'on peut dire sur les commentaires. Ouais, bah ça j'en avais entendu parler aussi. J'avais Antoine Bravard, un ami à moi qui avait déjà couru là-bas, notamment quand Pierre Le Breton avait gagné. Et donc je connaissais un petit peu l'ambiance qu'il y avait. Mais c'est vrai que le vivre sur place, c'est quand même une belle expérience. Moi, ce qui m'a surtout marqué, c'était un peu tout l'engouement médiatique là-bas. Parce que du coup, je m'attendais à voir des gens sur le bord de la route, et puis j'en avais vu au Rwanda. Donc finalement, j'étais pas tant surpris par ça. Mais c'est vrai que la première étape, j'avais fini la deuxième derrière Maxime Urruti. Et on m'a emmené tout de suite en conférence de presse, juste après la ligne, après avoir franchi la ligne. Je ne m'y attendais pas. Et j'ai mis un peu du temps à comprendre tout ce protocole-là. Enfin, pour moi, c'était une course un peu classique, un peu comme même ce que j'avais pu avoir au Tour Alsace ou autre, quoi. Et finalement, il y avait une certaine exposition. Donc, c'était une belle expérience à vivre aussi de ce côté-là. Et puis, je pense que j'ai eu la chance aussi que Boris Karen soit derrière le micro et pas sur le vélo. Donc, même si les Guadeloupéens étaient très chauvins, je pense que ça m'a épargné Des problèmes. des problèmes, des choses. Mais est-ce qu'il t'aurait battu Boris Karen s'il avait été là? Ah, je sais pas, ça, après, la Non. course, ce serait pas pour lui pareil. Déjà, moi, c'était pas sûr que je sois là, hein, jusqu'à 2-3 jours avant d'y aller. J'étais vraiment pas sûr qu'on participe à la course. Et c'est vraiment fait en dernière minute. Donc, je suis arrivé là-bas. J'ai, j'ai pris mes étapes les unes après les autres. J'étais persuadé que j'allais perdre le maillot jaune chaque jour. Puis finalement, chaque jour, je le gardais. Et du coup, je sais pas si Boris Karen m'aurait battu, mais je pense qu'il aurait posé une certaine difficulté, surtout qu'il avait son coéquipier Anzola qui était bien énervé. Donc, je pense Mais est-ce que qu'il t'aurait battu à la régulière? C'était ça la question que j'aurais dû poser. bah, je sais pas, parce que ça s'est quand même joué sur déjà, ça s'est joué sur la première étape qui était toute plate, où j'ai fait toute la course échappée à 3 coureurs, puis après on était 5 ou 6. Déjà là, j'ai pris un coup d'avance. Et puis finalement, ça s'est refait après dans l'étape Rennes, mais pas dans la difficulté, quoi. Donc, est-ce qu'il m'aurait battu à la régulière? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai profité d'être moi présent sur place pour passer une belle course et puis amener ces belles expériences, ces belles performances avec moi. Tu Une savais dernière quoi d'être question sur... leader? Vas-y Greg, Pardon. ouais. Vas-y. Oui, non, tu savais quoi d'être leader? Parce que voilà, d'avoir un maillot de leader, c'est une position aussi particulière. Comment ça fait de gérer une course, d'être dans cette position-là? Ah, moi, c'est vrai que j'aime pas trop ça à la base. Moi, j'aime mieux être dans l'ombre. Puis même dans ma façon d'aborder les courses, j'aime pas me mettre trop d'objectifs. Je préfère voir les choses un peu négativement. Comme ça, je peux être que agréablement surpris, on va dire. Et ça a été un peu le cas aussi dans mes clubs amateurs. Par exemple, quand j'étais à Toussy, j'étais un petit peu dans l'ombre de Jérémy Maison et j'aimais bien ça, quoi. Et après, j'avais connu déjà à Dijon le fait d'être un peu leader. Et dès mon arrivée au SCO Dijon, quand j'ai remporté le Tour du Piémont pyrénéen, j'avais eu à défendre le maillot le dernier jour et l'équipe s'était mise
à mon service, alors qu'au passage, c'était un coéquipier qui avait le maillot jaune avant moi. Donc, on retrouve un peu ce côté où j'étais en retrait et au final, je me retrouve leader. Donc, j'avais déjà géré ça et de manière pas trop mal finalement. Et ouais, et puis et puis en Guadeloupe, ça a été un petit peu. J'étais leader, mais en même temps, il y avait quasiment plus d'équipe avec moi, quoi. Ouais. Donc, c'était un petit peu particulier aussi, quoi. Enfin, c'était vraiment particulier comme course. Je pense qu'on peut pas vraiment pas comparer ça à, à d'autres courses du calendrier. Et donc le fait d'avoir le maillot jaune sur cette course était particulier aussi. Mais des fois, j'ai limite le sentiment que j'étais un peu dans une course à part, quoi. Il y avait les Kazakhs, les Allemands qui couraient pour la deuxième place essentiellement. Et enfin, c'était assez vraiment particulier, ouais. Alors pour passer à la suite, parce que du coup je vois que l'heure tourne, tu as parlé de Jérémy Maison. Benjamin, je crois que tu avais une question par rapport à ça. Oui, Jérémy arrête sa carrière là cet hiver. Il était chez Arkea, on ne peut pas revenir sur Arkea, c'est un petit fil rouge entre eux et moi toute la saison. Toi, tu signes chez Aubert. Est-ce que tu peux comprendre, euh, je peux dire la souffrance, mais le fait d'être un peu dégoûté du monde professionnel? Est-ce que pour toi, donc deux questions, est-ce que pour toi le vélo reste toujours une passion ou est-ce que c'est vraiment devenu un métier? Est-ce que tu es allé au Beurre parce que tu sais qu'il y a quand même, c'est quand même une équipe qui est connue pour ça, une ambiance véritablement familiale? Euh, alors déjà pour Jérémy Maison, c'est dommage. Je suis déçu pour lui un peu que. Tu le connais bien, Jérémy, c'est ça, hein, t'as couru avec Ouais, lui et tu le. Ouais. on a le même âge. Et puis moi, je suis arrivé à Toussy en Espoir 1 en deuxième KT. Et lui était là aussi. Et Jérémy Cabot aussi d'ailleurs. On a une sacrée équipe quand on regarde a posteriori. Et puis on a grandi tous les trois au Vélo Club de Toussy. Donc, je le connais depuis ces années-là, puis on s'entend bien, je garde un peu contact avec lui. On s'était vu justement au Mont Ventoux, c'était sympa et j'aurais bien aimé courir avec lui et qu'il puisse continuer sa carrière. Mais bon, après voilà, ça fait partie des aléas et des choses qui se passent dans ce métier. Après, concernant le fait d'être pro, je m'en rends pas totalement compte, hein. Enfin, pour moi, ça reste encore à moitié enfin, essentiellement du plaisir, quoi. Déjà, de toute façon, l'année passée à Interpro, je me considère pas vraiment comme professionnel, quoi. Euh, C'était vraiment un mi-chemin entre amateur et pro. Enfin, j'étais un amateur qui faisait des courses pro, quoi, grosso modo. Et, et puis, ouais, je pense, c'est vrai, faut vraiment que le plaisir reste parce que après c'est quand même un sport pas évident et comme je l'ai dit, j'ai jamais ambitionné vraiment d'être pro, quoi. Donc, s'il n'y a plus de plaisir, ça sert à rien de faire les choses de manière forcée. Et pour Saint-Michel-Aubert, c'est vrai que déjà c'est la seule équipe qui m'a vraiment sollicité et donc je me suis quand même plus renseigné à leur sujet. J'ai bien étudié le calendrier et c'est vrai qu'il y a une chose qui est ressortie, c'est que c'est une équipe vraiment familiale, quoi. Il y a 10 coureurs, il y a Stéphane Javalet qui est dans l'équipe depuis des dizaines d'années, quoi, qui mène bien sa barque. Et, et on m'avait dit qu'il attache vraiment une importance à ce que tout se passe bien dans l'équipe d'un point de vue ambiance, que tout le monde reparte avec le sourire à la fin des courses. Et je pense que c'est quelque chose qui est, qui est assez important pour moi, quoi, plutôt que d'être un pion dans d'autres Oui. équipes et puis utiliser son. Être envoyé à droite à gauche sur des épreuves qui te conviennent pas forcément. Voilà, c'est ça, et puis avoir des relations peut-être un peu plus compliquées. Là, au moins, l'avantage, c'est que
il y a vraiment le plaisir qui est là, quoi. Et ça ressemble un peu à toutes les équipes que j'ai pu connaître depuis que j'ai commencé le vélo. Donc, je pense que c'est un vrai point positif pour cette équipe. Ouais. Ouais. Alors tu parlais de calendrier, je crois que Greg, tu avais une question justement par rapport à Mais ça et l'an justement, prochain. oui. Est-ce que tu as déjà un petit programme pour le début de saison l'année prochaine? Enfin, je pense les premières courses en France, soit la Marseillaise, Tour de la Provence, Bessèges, etc. Bah, on n'a pas encore regardé le calendrier dans le détail avec l'équipe, mais je pense qu'on va faire ça lors des futurs rassemblements. Après, comme il y a 10 coureurs, de toute manière, la plupart des courses auxquelles participe le calendrier, c'est celles auxquelles je vais participer. Et il n'y aura pas de grandes nouveautés par rapport aux autres années, hein. Ça sera un calendrier essentiellement franco-français. Et avec donc une grosse entrée en matière parce que du coup pour Saint-Michel-Aubert le plus grand mois c'est le mois de février avec toutes les courses françaises dans le sud de la France et en plus il y en a pas mal qui sont vallonnées voire montagneuses. J'ai entendu en plus de trois échos, il peut y avoir de quoi faire. Après, donc j'espère être en forme, même si du coup c'est le début de saison, c'est pas forcément la période de l'année où je me sens le mieux. J'espère pouvoir m'illustrer, quoi. Parce que après, par contre, il y aura une période plus creuse au niveau des courses qui me conviennent. Durant le printemps, ça m'est moins favorable, mais ça me permettra de travailler pour l'équipe et puis de m'illustrer peut-être d'une autre manière en essayant d'aller dans les échappées ou des trucs dans le genre. Ouais. Donc, et puis après, durant l'été, il devrait y avoir quelques courses montagneuses encore entre la route d'Occitanie en juin et puis en juillet, peut-être le Tour Alsace ou le Tour de l'Ain. Donc j'espère qu'on participera à quand même un nombre suffisant de courses escarpées et puis j'espère que je serai en bonne forme et que je pourrai répondre présent sur ces courses-là, quoi. Ouais. C'est vrai que du coup la fenêtre de tir peut être assez limitée, quoi. Donc faudra pas trop se louper. Benjamin, une question par rapport à Adrien, sa saison à venir ou... Ouais, mais c'est pas vraiment une question, mais c'est vrai que en plus cette année il y a pas mal de courses montagneuses en France, puisque ou du moins vallonnées, puisque l'étoile de Bessèges va avoir une arrivée inédite avec une arrivée au sommet d'une côte, je crois, de 4 km à 6%, un truc du genre. On parle d'une nouvelle course montagneuse qui serait faite par Nicolas Fritsch notamment. Donc tu devrais avoir quand même un programme qui devrait bien correspondre à tes qualités. Pas vraiment de question, mais par contre, tu vois, quand j'entends qu'il n'y a que Hubert qui s'est intéressé à toi par rapport à tes résultats de cette année, même quand on regarde ce que tu as fait au Tour d'Alsace, au Grand Prix de Gévaudan l'année d'avant, ça me pose la question sur comment on recrute les managers d'équipe française. Mais bon, c'est pas le sujet. Juste une question, c'est ton meilleur moment et ton pire moment sur le vélo? Juste pour finir sur le calendrier, c'est vrai que il y a des nouvelles courses qui se créent. Après, le problème, c'est que j'ai vu que Nicolas Fritsch l'avait abordé, c'est que le Mercantour, ça se situe le lendemain de deux courses dans l'ouest de la France. Je sais plus lesquelles exactement, je crois qu'il y a les Boucles de l'Aune. Donc, je suis pas sûr qu'on puisse y Doubler, hein. participer. D'accord. J'espère, mais c'est pas gagné. Et je sais pas trop ce qu'il en sera aussi pour la course du Mont Ventoux. Donc je sais pas trop. Et je trouve un peu dommage que le Tour de Savoie-Mont-Blanc ait lieu en même temps que la route d'Occitanie, parce que ce sont deux seules courses montagneuses, vraiment montagneuses en France, qui sont pas des Points World Tour. Et je trouve ça un peu dommage que d'année en année, ces deux courses se mettent en concurrence sur un même week-end, alors qu'après, au mois de juillet, il y a vraiment rien après les Ouais, Jeux d'accord. de France.
Et j'avais vu d'ailleurs, il me semblait avoir lu quelque part que le Tour Savoie-Mont-Blanc envisageait de se mettre après les championnats de France. Et après, je sais que là, donc, ils ont changé d'équipe d'organisation et ça peut être compliqué aussi d'organiser à différents moments. Et je sais bien que c'est compliqué d'organiser des courses. C'est vrai que c'est un peu dommage de mettre deux courses au même profil et avec un profil donc assez unique quoi, en même temps. Ça limite aussi les opportunités pour s'exprimer quoi. Et sinon, pour revenir à la question sur mon meilleur moment et mon moins bon moment, le moins bon, c'est clairement l'étape en Thaïlande, là, l'étape Rennes, que j'avais décrite dans mon récit là, sur la course. C'était vraiment interminable. En plus, ça faisait quasiment 200 km sous la chaleur, avec la fatigue. J'étais tout seul dans la pampa. Et j'ai fait 100 km comme ça, j'en pouvais plus. Enfin, c'est. Puis je me disais qu'il fallait que j'aille au bout de l'étape, mais je me demandais pourquoi, quoi. Parce que je savais que les jours d'après, ça allait être La la même chose. galère. Et le seul truc que je me disais, c'était que au moment où j'avais été lâché du peloton, il y avait Pablo Torres qui s'était échappé en contre. Et il y avait Florian Hendrick qui paraissait pas mal aussi. Et je me suis dit, si jamais il y en a un des deux qui a pris le maillot ou qui a fait une très bonne place et qu'il faut les aider, faut pas que je m'arrête, quoi. Mais c'était vraiment le pire moment. Et puis après, des bons moments, il y en a eu plein. Mais c'est vrai que je pense que la Guadeloupe, ça a été probablement le meilleur souvenir. C'est ce que j'avais répondu à Charles. Charles m'avait déjà posé la question dans une interview précédente. J'avais déjà dû réfléchir à ce choix cornélien. D'accord. Et pour prolonger, du coup, moi j'avais une question. Tu parlais de grimpeur et tout à l'heure. Enfin, est-ce que c'est pas un mauvais profil au final d'être grimpeur? Est-ce que vous n'êtes pas handicapé? Parce que enfin, lors d'une dernière interview, on avait parlé des épreuves de Coupe de France et tout, où finalement c'est plus des courses pour les punchers sprinters, on va dire, si je généralise un peu. Est-ce que quand tu es grimpeur, à moins d'être le meilleur grimpeur du monde, c'est pas un handicap quand justement tu dois chercher un contrat, quand tu dois trouver des épreuves qui te correspondent? Bah, je dirais que ça dépend un peu dans quelle équipe on est et un peu le projet qu'on a, quoi. Si on est dans une équipe franco-française, c'est vrai qu'en France, il y a quand même pas mal de reliefs, mais il n'y a pas énormément de courses qui se disputent sur ces reliefs. Donc forcément, c'est pas un, un avantage si une équipe va disputer que les courses françaises. Après, si on court plus à l'international, comme j'ai pu le faire un peu cette année, quand on a fait quand même des courses avec un peu plus de montagne, je pense aussi à Thomas Lebas là, et Damien Monnier qui courent en Asie et qui finalement font pas mal d'épreuves montagneuses. Ou je pense plus en Europe, il y a Vorarlberg aussi qui a un Ouais. très beau calendrier en montagne. Donc c'est pas forcément un désavantage, mais voilà, ça dépend vraiment dans quel projet on s'inscrit. Et, et c'est vrai que voilà, donc, quand on est vraiment sur sur des courses centrées sur la France, ça peut être plus compliqué, mais en même temps, ça peut être une opportunité. Saint-Michel-Aubert me recrute essentiellement pour pallier un manque dans ce domaine-là, quoi. Mm. Ça peut avoir ses avantages et ses inconvénients, quoi. Après, c'est aussi aux managers de voir comment ils gèrent leur effectif. Mais puis moi, à la base, je suis pas forcément un grimpeur, parce que je me suis découvert dans les courses montagneuses à la fin de mes années espoir. J'avais pas trop eu l'occasion de courir en montagne jusque-là, quoi. Donc je m'illustrais en amateur sur des parcours avec du relief, mais sans que ce soit non plus trop montagneux. Et ce que j'aime bien aussi, c'est quand les courses sont usantes et, et j'aime bien aussi les longues échappées,
les efforts comme ça. Donc finalement, ces dernières années, je me découvre plus sur la montagne. Ouais. Mais je pense que j'ai plusieurs Corde à ton arc. cordes à mon arc, parce que sans être non plus hyper complet, mais parce que je suis pas sprinter ni rouleur, mais donc ça peut avoir un réel atout, même si on fait pas des courses que montagneuses, quoi. Alors messieurs, on arrive à l'heure d'émission. Est-ce que vous avez une dernière question pour Adrien? Non, enfin pour moi c'est très bien. Merci à lui d'être venu ici. Moi, j'en ai une. Eh oui, encore une. Mais pas sur lui directement. Par rapport avec tous les coureurs avec qui tu as couru, lequel en tout cas t'as le plus impressionné? Ah, j'aime pas ces questions. Il faut faire des choix. Déjà cette année, j'aurais bien aimé courir plus avec Alexei Saramotins, mais malheureusement, finalement, on n'a pas eu l'occasion de courir ensemble, et lui n'a pas vraiment eu l'occasion de courir. Mais je pense que ça aurait été pas mal d'avoir un coureur de cette expérience. Déjà, quand j'étais à Toussy, les frères Drujon ont été je sais pas s'ils m'ont impressionné, mais déjà, ils ont été un réel apport. Et avec leur expérience et ce qu'avait pu faire Benoît, notamment en amateur, mais aussi un peu chez les pros à Aubert, justement. Et puis Mathieu, avec toutes ces années à la caisse d'épargne et autres. Et ça nous a permis, je pense, de passer un petit palier à Jérémy Maison et moi. Et à cette époque-là, Jérémy était quand même assez impressionnant dans ce qu'il faisait, dans sa manière de faire. Je me rappelle une course, on était allé dans le champ de sort. Malheureusement, elle n'existe plus, mais on enchaînait deux courses, un vendredi et un samedi, avec le vendredi une arrivée en haut d'Anser Merlette et le samedi un circuit à Ancel. Et on arrive là-bas après avoir fait le trajet et Jérémy il dit « Ah, je suis pas bien, j'ai jamais autant pédalé carré ». Et puis au bout de 5 minutes, dans un faux plat montant, il descend les dents, puis on l'a revu en haut de la station d'Orsières, et il avait fini 10 minutes avant nous. Enfin, c'était un peu de genre de coureur un peu foufou, et puis avec un réel potentiel de fou, quoi. Et donc c'était assez impressionnant. Et puis même si j'ai pas trop couru avec lui cette année, mais j'ai pu le voir quand même 2-3 fois à l'œuvre, que ce soit à Annemasse-Bellegarde ou Saint-Étienne ou autour de Moselle. C'est Jérémy Cabot là, qui a quand même survolé la saison amateur. Ouais. C'était juste impressionnant quoi, ce qu'il a pu faire. Après voilà, je donne des exemples en amateur. J'ai pas donné d'exemple chez les pros, mais là c'est ce qui me vient à l'esprit si on doit me demander ça, quoi. Alors pour finir, Adrien, du coup on va pas te garder trop longtemps. Et si on pouvait te souhaiter quelque chose pour l'an prochain, ça serait quoi? De faire la saison en bonne santé, hein, sans rien me casser déjà. Ça serait, et puis après, d'avoir de bonnes performances et de me faire plaisir. Et je pense que ça serait l'essentiel, quoi. Et voilà, quoi. Mais est-ce que tu sens, tiens, j'en mets une dernière quand même, parce que je voulais te la poser. Est-ce que tu sens que tu as une vision un peu atypique du vélo par rapport à d'autres qui cherchent vraiment à passer pro avant tout, à performer avant tout? Est-ce que tu te sens un peu différent par rapport à ça, par rapport à la majorité du peloton? Je vois bien dans certaines interviews, et notamment celles qui sont données en amateur, c'est vrai que je lis souvent, comme tout le monde, j'ai envie de passer pro. Et c'est pas du tout mon leitmotiv. Voilà, je suis simplement, moi j'aborde les choses, je fais du vélo, je m'entraîne, j'essaie de faire du mieux possible, j'essaie de pas trop me prendre la tête.
Puis en course, j'essaye de donner le maximum, de faire le mieux possible. Et puis on voit bien où ça me mène, quoi. Et puis si à la fin j'ai un bon résultat en course, tant mieux, hein, parce que avec tous les efforts et tous les sacrifices faits, c'est quand même pour ça qu'on court. Et puis après, si ça doit déboucher sur un contrat pro, tant mieux. Et puis sinon, tant pis. Mais c'est vrai que c'est probablement, c'est sûr que c'est pas la vision générale, quoi. Et même là, en fin d'année, je savais que je continuerais pas avec Interpro, mais j'avais pas vraiment de contact et Saint-Michel était un peu hésitant et moi j'étais reparti dans l'idée d'être en amateur l'an prochain. J'étais vraiment en train de réfléchir là-dessus et ça me posait pas de soucis particuliers, quoi. Donc voilà, le but principal c'est vraiment De prendre du d'essayer plaisir. de se faire plaisir, de faire les choses sérieusement, correctement et de faire le mieux possible, mais sans chercher à me prendre la tête vraiment, quoi. Je crois qu'on peut conclure là-dessus, sur cette notion de plaisir. Du coup, il me reste à te remercier, Adrien. C'est vraiment sympa d'avoir passé l'heure avec nous. Puis je vais remercier aussi Greg et Ben qui ont fait les questions avec moi ce soir. Merci à tous et rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission des commissaires de course. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.